Ah mec, je sais pas ce que j'ai. Bah ouais, t'es malade un peu cette semaine là. Je crois que c'est le succès, c'est vrai. Ça me rend malade là de faire trop de trucs qui Bon, si marchent vous tout le entendez temps. des reniflements pendant le podcast, vous êtes avertis. Et ce matin, apéro IMO, mais oui, mais apéro IMO au café quand même. Et oui, parce qu'on le fait le matin cette fois-ci. Parce qu'on est claqué aussi. Un peu. Du coup, l'un dans l'autre, on essaye de. Ouais, mais ça va. Là, regarde, je me suis en mode détente. J'ai sorti, pour ceux qui n'ont pas le visuel, j'ai sorti la chemise à fleurs, alors qu'il pleut Ouais, comme pas ça, possible ça dehors. va pas du tout avec le ton, ouais, c'est clair. Bon, et ça va, du coup, tu t'es bien reposé. Ça va, prêt à, Prêt à je- attaquer cette fin de semaine? prêt à attaquer cette fin de semaine. Let's go. Bon, ça marche. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Alors, pour aujourd'hui, je t'ai préparé un petit résumé de l'actu euh, sur quelques questions liées à l'immobilier, évidemment, Mhm. pour avoir ton avis, ton ressenti sur ce que tu peux voir au quotidien avec les clients. Je t'ai préparé aussi quelques questions de clients et je pense que je vais les mixer aussi un peu comme la dernière fois avec des questions de personnes qui étaient aux apéros avec nous, notamment à l'apéro de Nice, où on avait plein de questions un peu différentes de d'habitude en plus. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Et après, je t'ai refait un petit j'achète pas, uniquement sur de l'immeuble de rapport, parce que je voulais comparer l'immeuble de rapport que les gens s'imaginent, tu sais, celui qu'on a tous en tête, Mhm. et l'immeuble de rapport plutôt qu'un investisseur va acheter. Voilà, comme ce que j'ai acheté, comme ce que tu as acheté, et comme ce que les clients achètent. Celui qui a pas les moulures au plafond, quoi. Et voilà, et tu vas voir celui que je t'ai pris en plus, c'est un peu celui que je t'ai pris en version imagée, tu sais, c'est un Ok, peu ça, quoi. ok, on est C'est un dedans. peu ça. Cette semaine, Martin, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur un point très intéressant, c'est sur le LMNP. Ouais. Si je te pose la question, c'est parce que j'ai de plus en plus de monde qui m'en parle aux apéros. Et récemment, j'ai un client un peu paniqué. Donc, tu sais, je faisais son BIR, son premier coaching individuel. Et il était un peu paniqué parce qu'il me disait, mais Arthur, je ne sais pas quoi faire parce que si je pars sur une stratégie LMNP aujourd'hui et que la loi il m'a pas dit que la loi passe. Pour lui, c'était sûr que la loi passait. Donc il m'a dit, ouais, si je dois faire du LMNP maintenant et que dans 5 ans, ça change à cause de ce qui est passé, comment je fais, quelle stratégie j'adopte, est-ce qu'on partirait pas sur autre chose, une forme fiscale différente? Je pense que c'est une question que tous les investisseurs immobiliers se posent en ce moment. Ouais. Comment tu vois le LMNP? Quel est ton avis déjà sur est-ce que ça change ou pas? Et si ça change, quel impact sur les investissements aujourd'hui? Ouais, carrément. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà avoir une vue un peu macro. Aujourd'hui, le statut LMNP, il y a deux régimes différents. Il y a régime microbique, il y a régime au réel. Et c'est un des statuts qui emploie le plus de comptables. Contrairement à la location nue, où a priori les gens n'ont pas besoin de comptable, c'est un abattement, c'est forfaitaire, etc. Là, c'est différent. Et il y a besoin d'un comptable au LMNP microbique. Et donc aujourd'hui, pardon, LMNP au réel. Microbique, les gens, des fois, arrivent à bidouiller, mais bon, ils sont souvent rattrapés et explosés par les impôts. Aujourd'hui, pour moi, il peut y avoir des changements. Il peut y avoir des changements sur un point, qui pour moi était une anomalie du statut LMNP. C'est que les travaux que tu pouvais amortir pendant l'exercice, tu pouvais les réinclure à nouveau dans le calcul de la plus-value. Au moment de la vente, ouais. Donc en gros, tu pouvais jouer deux fois sur les travaux. Bah, c'est un peu Et le ça, beurre et l'argent du beurre, quoi. c'était un peu une aberration. Ouais. Et donc aujourd'hui, il se peut que ça revienne à la normale et que ça revienne, pour faire une comparaison comme avec les SCI, Comme une où société, ce que ouais. tu amortis pendant la location, pendant l'exercice, bah, tu l'amortis pas, tu le réinclus pas dans ton calcul des travaux. Même tu viens de déduire du prix de vente. Donc ça fait un delta entre le prix de vente net vendeur et le prix d'achat moins ce que tu as amorti en travaux, un peu plus important, le delta sur lequel tu es imposé. Mais pour moi, ça c'est normal. Maintenant, il y a ce premier point, donc une remise à la normale, pour moi, c'est pas grave, c'est juste une remise à la normale. Et deuxième point, vu que c'est un des statuts au régime, au réel, qui emploie le plus de monde, en fait, l'État n'a pas d'intérêt à dézinguer ce statut. Donc, y apporter quelques modifications, etc., oui, mais le principal objectif en voulant modifier ces statuts, c'est surtout pour emmener les gens de moins en moins à faire de la location courte durée. Et on l'a vu, il y a le statut loueur meublé tourisme qui s'est fait, qui d'année en année perd tous ses intérêts, toutes ces choses-là. Donc les gens peuvent avoir peur du statut LMNP, mais il y aura toujours quelque chose de similaire. Il y aura toujours une forme similaire avantageuse fiscale en France
parce que le patrimoine en France, il est dégueulasse, hein, le patrimoine en France. Il est de plus en plus Bah, vieillissant, quoi. vieillissant, merci, je cherchais le mot. Et en plus de ça, il y a l'octroi de crédit qui est moins évident qu'avant. Il y a de moins en moins d'investisseurs qui rénovent les biens. Le statut LMNP, c'était le statut qui permet aux investisseurs de rénover le parc immobilier français. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est souvent ce que je dis quand on me pose la question. Ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, une mesure fiscale avantageuse, elle n'est pas arrivée ici par hasard. C'est pas un matin, on s'est levé, on s'est dit, tiens, on va créer un truc pour les investisseurs. Non. Tu fais bien de le préciser, une mesure fiscale. Attention, rien n'est voté pour l'instant. Oui, alors, S'il faut, dans 3 mois, c'est effectivement, pareil, quoi. oui, effectivement, le changement du statut LMNP n'est pas encore voté, c'est qu'un projet. Et moi, je parle de la création du statut LMNP en lui-même. C'est une mesure fiscale avantageuse. Mais l'État et la fiscalité, les impôts, en gros, ils donnent jamais rien gratuitement. Donc, quand ils ont créé ce statut fiscal à la base, ça représente un avantage, mais parce que ça sert leurs intérêts aussi. Le fisc ne fait jamais rien sans en tirer un bénéfice quelque part. Donc si le fisc te permet de payer moins en impôts, c'est parce que l'État français veut quelque chose. Et en l'occurrence, pourquoi ça a été mis en place? Parce que, ce que j'explique souvent, je fais la comparaison, aux États-Unis, il y a besoin de logement. Bon, ben, j'achète 3 hectares de terrain. Je bâtis résidence sur résidence sur résidence sur résidence. C'est ce que fait par exemple Grant Cardone. Je ne sais pas si tu le suis sur Ouais. Instagram. Il est beaucoup dans la promotion, etc. Et il envoie des résidences par paquet de 10, 20, 50. En France, on est dans une ville-musée. Donc le patrimoine, on essaye de le conserver. Et dans ce sens, il faut qu'il soit rénové. Sauf que, qui sont en termes de masse les plus gros investisseurs? Ben, c'est les petits investisseurs particuliers. Ouais. C'est pas les entreprises. Tout le monde achète un petit appartement étudiant pour mettre son enfant. Tout le monde achète un petit appartement à louer une fois qu'il a acheté sa résidence principale dans l'idée. Hein. Tu sais, pour étaler un petit peu son patrimoine. Donc, en volume, au final, c'est les petits investisseurs qui font ça le plus. Et ce statut LMNP, il a été plafonné à 23 000 euros pour justement cibler uniquement les petits porteurs pour qu'ils rénovent le parc français Ouais. avec des avantages. Et aujourd'hui, on est dans la même situation qu'il y a 5 ans, on est dans la même situation qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Le parc immobilier français, il est un peu à la traîne, quoi. Il y a une grosse demande de logement, il y a une offre qui est assez réduite, donc supprimer le statut LMNP, en tout cas, pour moi, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Parce qu'on va se retrouver avec moins de rénovation, les Français vont avoir encore plus de mal à se loger dans un contexte où c'est déjà difficile, les prix montent, avec toute l'inflation, etc. Donc, évidemment, pour moi, ça n'a pas de sens. Et moi, ce que je dis surtout, c'est que je suis convaincu que même si le LMNP en tant que tel aujourd'hui est détruit, ce sera remplacé par quelque chose d'autre. Tu sais, c'est comme Pôle emploi et France Travail. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, deux noms différents, quoi. Et les mêmes employés, Oui. et les mêmes bâtiments. Moi, il y a je le logo suis- qui a changé. Moi, je mais, suis sûr que c'est le prénom qui va changer. Moi, franchement, je parie. Qu'est-ce que je peux parier? Je te parie. Allez, je te parie 10 euros que je suis convaincu que ça va pas s'appeler LMNP, ça va peut-être s'appeler VPTT, tu vois. Un truc comme ça, le statut va changer. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, toi, ouais, ton avis, c'est qu'évidemment, c'est pas voté et qu'il faut pas s'inquiéter, quoi. C'est clair. Ok. C'est plutôt ça. Putain, vous vous rendez compte de la valeur quand même? Tu te rends compte de la valeur qu'on apporte quand même dans ce podcast? Bah écoute, j'ai des copains qui me font des retours. Hein. Mais, Et toi, t'as reçu un message aussi mais en j'ai plus. pas reçu un message. Ah, mais moi, moi, tu m'en as montré je qu'un. reçois des dizaines de messages chaque semaine Ah ouais? en perso Ok. de gens qui écoutent le podcast, Ok. de gens qui regardent le podcast et qui viennent pas mettre un commentaire en bas. Alors, ça me fait super plaisir vos messages, mais on va faire un truc. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Vous allez tous couper le podcast pendant 3 secondes et si ça vous plaît, montrez-le nous directement en dessous pour le référencement, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Mettez-nous un petit commentaire. Dites-nous si vous préférez l'apéro IMO en mode café ou en mode bière plutôt, parce que c'est vrai que apéro IMO, on n'a toujours pas fait avec l'alcool. Non. En même temps, on l'a encore jamais fait le soir. À consommer avec modération, bien évidemment. Tout à fait. Mais ouais, ça nous ferait hyper plaisir. Mettez-nous en commentaire et puis profitez-en pour nous poser toutes vos questions. Voilà, on le fait en début de podcast, comme ça c'est fait. Toutes vos questions, que vous soyez sur Spotify, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à la playlist. Sur Apple Podcast, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur Apple Podcast? Tu peux noter, 5 étoiles bien sûr évidemment, tu peux noter et Cassez-moi la barre des 5 étoiles. mettre un commentaire. Tu mets un commentaire, tu me fais plaisir, tu me fais un petit abonnement sur YouTube. Et si tu ne nous suis pas sur les réseaux, c'est là que ça se passe quand même en majorité sur Instagram. Ouais, parce que j'ai des copains qui écoutent, mais tu sais, à chaque fois, de par Instagram, quand je mets un truc, mais c'est vrai, ouais, s'abonner, c'est pas mal. Mais ouais, j'ai des retours sympas. J'ai des retours sympas et de copains qui, tu sais, que ça intéresse plus ou moins de près ou de loin. Puis je pense aussi qu'on est en train de rentrer dans l'âge
Bon, toi et moi, c'est différent parce qu'on s'y est mis très tôt, mais là, c'est un peu l'âge de, tu sais, les gens commencent à s'installer ensemble, commencent à vouloir, tu sais, ont accumulé un peu d'argent, veulent commencer à investir, donc ça éveille un peu la curiosité, et ils me disent tous, mais c'est génial et tout. On apprend plein de trucs, c'est sympa, et puis toi, tu m'as Ouais. envoyé des retours de messages qui étaient super aussi, ouais. Ça fait plaisir. Donc sur le LMNP, eh ben, j'espère que ça aura répondu à la question, et si vous avez d'autres questions par rapport au LMNP, n'hésitez pas évidemment. Autre, alors c'est de l'actu, mais un peu différente, c'est plutôt sur le crédit immobilier. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler du crédit immobilier aujourd'hui? Euh, je dirais qu'on a, tu sais, donc toi, tu as fait aujourd'hui un petit tableau qui retrace un peu les problèmes de à la fois des personnes qui viennent aux apéros, des personnes qui deviennent clientes, etc. Pour essayer de mieux comprendre ben, qu'est-ce qui leur manque, où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Et parmi ces problèmes, l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est le financement. C'est la banque, c'est se faire financer, et c'est un problème qui est, je trouve, exagéré. On a tendance à voir le banquier comme une figure d'autorité, on a peur d'aller le voir, on a l'impression de quémander quelque chose, alors que quand tu fais un projet, bah, tu apportes une opportunité au final. Mais c'est un énorme frein, alors que pourtant, en ce moment, et ça ressort à la fois des articles que je peux lire, mais aussi des discussions que je peux avoir avec des banquiers, les banques sont en demande de projets. Ouais. Elles ont vraiment envie et besoin qu'on vienne les voir avec des projets intéressants. Et là, je sors un article du Monde que je te lis très brièvement. Crédit immobilier, l'heure est à la négociation. Les banques prêtent en moyenne à 3,6 sur 20 ans début septembre, mais il est possible d'obtenir une meilleure offre. On peut obtenir apparemment du 3,2, 3,3. Et puis, ça va doucement se diriger vers du 3, ce qui va réduire le crédit immobilier aussi. En moyenne, le coût, c'est 95, on va passer à 60 si on passe à 3. Euh, elles sont à la recherche de clients dans un marché à tonnes. Donc après, tout l'article détaille un petit peu, mais les meilleurs dossiers parviennent à décrocher entre 3,2 et 3,3. Les banques ont baissé leur barème, etc. C'est un signal. Et puis ensuite, le reste de l'article explique que aujourd'hui, les banques ont besoin de clients. C'est aussi euh, un petit paragraphe que j'avais envoyé, Oui, tu l'as tu sais, partagé dans les dans le groupes. groupe qui sortait des échos, je crois, qui expliquait que là, en termes de produits d'appel, les banques ont besoin de récupérer des clients. Et on discute aussi beaucoup avec des banquiers à l'apéro IMO, et notamment une banquière que j'ai vue à Nice, qui me disait, mais nous, on est ouvert au projet, au contraire, on aime ça, on a envie d'en voir, on finance aux meilleures conditions. Je parle d'une banquière qui me disait, moi, Ouais. je prends 90% des loyers en compte, on fait du financement sur du 110%, bien sûr, on peut pousser sur du 25 ans quand les dossiers sont vraiment bons. Et donc, c'est marrant ce décalage entre bah, nous, ce qu'on voit, ce qu'on sait, les connaissances qu'on a, et cette peur un petit peu chez les gens. Comment est-ce que tu traites un petit peu les gens qui viennent te voir avec ces peurs bancaires? Comment tu analyses le marché bancaire en ce moment par rapport à l'immobilier en France? Et quelle évolution tu vois sur les prochains mois, toi? Bah, déjà, les personnes qui ont cette peur, c'est des personnes qui sont pas allées trouver un projet, qui sont pas allées le démarcher avec toute la fin du monde, tu vois, pour obtenir un financement. C'est des personnes qui peut-être vont investir un peu la fleur au fusil ou tout simplement n'ont pas connaissance des vrais leviers qu'on peut actionner auprès des organismes bancaires. Donc, étape numéro 1, moi, le premier conseil que je donne, c'est multiplie par 3 ton niveau de passage à l'action. Parce que moi, le premier crédit que j'ai fait, je vous recontextualise. Vous imaginez Martin qui a 19 ans, qui a peut-être 10 kilos en moins qu'aujourd'hui. J'étais pas à l'aise devant un banquier. C'est mes parents qui m'avaient offert. Je crois que j'ai déjà donné cette anecdote, peut-être dans une autre vidéo. Ah, je sais pas si tu en avais parlé, j'ai un doute. 19 ans, Non, je crois que tu en as pas parlé. je demande à mes parents de m'offrir mon premier costume, en sachant que je leur parlais pas du projet, tu vois. Je voulais pas qu'ils sachent que j'investissais, mais j'avais besoin d'un costume pour aller voir le banquier. Mais à 19 ans, mais j'étais tellement pas à l'aise dans mon costume. J'ai vu la Je photo en crois que c'était plus. la première. Ouais, oh là Tu m'as là. montré la photo. T'es vraiment, tu sais, t'es rigide comme On ça. va la mettre. Eh non, on va pas la mettre. Non, Non, on va pas la non, mettre. pas mal. Donc ouais, j'étais, je transpirais, j'étais pas bien dans mon costume quand j'allais voir le banquier. Donc à la fin, je suis reparti en chemise, ça m'allait bien. Mais je suis allé en voir 25 des banques pour mon premier investissement. Parce que je savais pas jouer au jeu de la banque, parce que j'avais mal estimé mon enveloppe totale, donc j'étais parti sur un projet un peu au-delà de mes capacités, que j'avais entre 5 et 7 000 euros d'épargne à ce moment-là, parce que j'avais revendu ma voiture et que je faisais tout à vélo et que je mangeais une quantité de pâtes qui devrait être illégale. Bref, donc je suis allé le décrocher, tu vois, j'avais fait 25 banques, il y en a une qui m'a dit oui, on te suit, mais tu mets tout ton apport, et il y en a une autre qui m'a dit ok, on te suit, mais tu mets moins de 3 000 euros,
moins de 3 000 euros d'apport sur ton projet, quoi. Et donc là, d'un coup, je commençais à rentrer un peu dans le truc. Et donc, premièrement, c'est ça, c'est aller voir plus de banques si vous êtes novice, mais ou bien directement, bah, formez-vous, quoi. Formez-vous, parce que c'est tout bête, mais au lieu de mettre 10-15% d'apport sur un projet, si vous en mettez zéro, ça Juste change, parce que vous avez les bonnes connaissances. ça change tout. Et puis ensuite, vous négociez mieux, vous négociez la durée, vous négociez, alors pas forcément le taux, mais des fois, bah, quand on a réussi à négocier tout le reste, bah, on va aussi négocier le taux. Mais derrière, les économies que ça vous fait faire sur une échelle de 5-10 ans, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Mais c'est un peu la comparaison que je prends. C'est en France, il y a certains domaines où se faire former, c'est naturel, et d'autres pas du tout. Et souvent, je prends l'exemple des cours de piano. Ouais, Je me dis, bah, si tu as envie d'apprendre au piano, a priori, ton premier réflexe, c'est pas d'aller acheter un piano à queue de fou furieux, le mettre au milieu de ton salon, t'asseoir devant et taper sur les touches au hasard, tu vois. ouais. Non, a priori, tu vas plutôt prendre un professeur, physique, virtuel, peu importe. Tu vas Acheter un clavier te, électrique. pour t'entraîner chez toi, tu vas te fier à une méthode, tu vas développer cette méthode, peut-être avec un peu de solfège, peut-être que tu vas prendre des morceaux, tu vois, sans le solfège à côté, pour essayer de cumuler un peu les deux. Et puis ensuite, avec quelqu'un qui te guide, qui t'aide, qui te montre qu'est-ce que tu as fait bien, qu'est-ce que tu as fait mal. Parce que rester dans un milieu hermétique avec soi-même, à essayer de développer des compétences avec toi-même, alors que tu n'as pas de compétences, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est le chien qui se mord la queue. Ouais, donc il faut une méthode, ça c'est certain. La méthode, c'est certain. Après, comment tu l'apprends, ça, libre à chacun de le faire. Mais si tu vas sans méthode, c'est très difficile. On l'a fait sans méthode, moi encore plus que toi. Je me suis quand même un peu cassé les dents, tu vois. Mm. Mais après, bon, derrière, on a su rebondir. Mais Oui, mais 25 banques aujourd'hui, justement, ce si on que, prend l'exemple de nos clients, en moyenne, c'est plutôt entre 2 et 4 banques, tu vois, qui font. ouais, entre 2 et 4 banques. Et le plus gros levier qu'ils ont, c'est que, tu vois, tu prends une personne lambda, tu prends Paul qui a la Mhm. trentaine, qui est en couple avec Émilie. À eux deux, ils ont 40 000 euros d'épargne, ils se lancent sur un immeuble de rapport. Bah, sans connaissance, il y a quand même beaucoup de chances que le banquier leur demande de mettre 20, 30, Mhm. peut-être 35, 40 000 euros Bah, d'apport. Peut-être carrément. pas jusqu'à 40, mais Bah, c'est ce qui s'est passé pour moi au début, hein. 25, 30 000 euros. Très facilement, il va les demander. Ouais. Et derrière, c'est quoi la conséquence? Bah, c'est que Paul et Émilie, ils ont fait un projet et ils sont à sec. Attends, Terminé. ça c'est la conséquence positive. Ouais. Conséquence négative, et on l'a vu, Laura elle me parlait par exemple de quelqu'un qu'elle connaissait, c'est que s'ils font ça et qu'ils font des erreurs dans les calculs des travaux par exemple, En t'arrives juste pas à plus. la fin de ton chantier. Ouais. Et Et là là c'est la cata. c'est la dégringolade. Donc ouais, c'est dangereux. Et les gens s'imaginent qu'il faut faire un bon dossier, bien plié, etc., bien mis en forme. Mais c'est pas ça. Aller décrocher un bon crédit bancaire, c'est comprendre les leviers de négociation, savoir comment pitcher ton projet, parce que un dossier c'est quelque chose, mais savoir à qui tu vas le présenter, trouver le bon interlocuteur. Et ils sont pas tous bons interlocuteurs, hein. Ouais, bah ouais, ouais, Les 100%, 23 premiers, c'était pas des très bons interlocuteurs pour moi. carrément. Mais parce que je savais pas non plus où aller chercher, que dès qu'il y a un banquier qui me disait oui, je te reçois pour que je te présente mon projet, T'arrivais la goutte au front. même si c'était un conseiller qui avait jamais fait de crédit Hmm. immobilier, j'allais le voir. Bon bref, tu vois, il y avait des trucs qui allaient pas, quoi. Non mais bien sûr. Mais par rapport au bon interlocuteur, ça me fait penser, et j'en parlais encore une fois avec la banquière à Nice, euh, qui me disait que donc elle est banquière, mais elle était banquière sur un échelon un peu plus élevé. Ouais. Et elle-même me disait, mais c'est vrai que c'est énervant pour moi et c'est catastrophique parce que quand je reçois des gens qui sont passés par des mauvais conseillers, c'est horrible. Parfois, ça leur a détruit leur projet. Parfois, ça leur a détruit leur ambition. Et combien de personnes on voit aux apéros en physique qui te disent, bah ouais, j'avais un projet il y a 3 ans, mais en fait, je me le suis jamais fait financer. Ouais. Il y a jamais personne qui a accepté de me le financer. Bah du coup, j'ai un peu baissé les bras, mais là, j'ai envie de m'y relancer parce que ça m'intéresse. T'imagines que juste les mauvais conseils d'une seule personne qui n'y connaît rien, mais juste parce que c'est le banquier, donc figure d'autorité, et tu le crois parce que tu te dis, bon, bah, il sait mieux que moi, Ouais. ça bouffe parfois 2, 3, 4 ans à quelqu'un. Et encore, ce qu'on voit, c'est juste ceux qui ont été capables de s'en remettre, entre guillemets, Ah oui, et parce de que vouloir se relancer, parce que ceux qui ont complètement lâché l'affaire, il doit y en avoir des centaines, peut-être des milliers, tu mais vois. c'est plus de la moitié. Mais c'est horrible. Mais ça, c'est un truc qu'on sous-estime. Quand on lance un projet IMO et qu'on a un échec sur un financement, qu'on a trouvé une super affaire, qu'on doit la relâcher dans la nature, les chances, j'ai fait à peu près des stats, enfin, j'ai pas fait des stats, mais j'ai regardé à peu près. Et en gros, 50% d'entre eux reprennent les investissements, 50% abandonnent, mettent ça de côté, terminé, basta. Parce que tu as fait confiance à des figures d'autorité, ils t'ont fait confiance, etc. Et au final, comme tu n'as pas été bien conseillé dans ton projet, il s'est planté. Et derrière, ben, rebondir après avoir passé 4 mois en recherche, après
t'être battu pendant 3 mois, voire 6 mois si tu as fait un avenant à ton compromis pour obtenir ton financement et que ça capote, tu t'es battu pendant 1 an sur un projet qui a rien donné. Et c'est désespérant, quoi. Ouais, malheureusement, lâcher, après, c'est facile, quoi, de dire, ah ben non, ben ça marche pas, c'est Bah ouais. n'importe quoi, l'immobilier, c'est nul et tout. Et c'est vraiment dommage, quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote, justement, c'est quoi, attends, on va comparer un peu les situations. C'est quoi le pire rendez-vous bancaire? Là, je suis curieux de savoir. Ça, on n'en a jamais parlé, ça. Le pire rendez-vous bancaire que t'aies fait pour un financement. Est-ce que t'en as eu un qui s'est très très mal passé ou dans l'ensemble, ça va? Ouais. Ouais, j'en ai un qui me vient. Ok. J'en ai un qui me vient. Deuxième projet IMO que je fais. Ouais. Pareil, je suis pas formé, donc j'ai galéré. C'était quoi le deuxième projet IMO C'était une grosse colocation Ouais. de 5 chambres. Et ce projet, je vais voir un banquier. Et les pires rendez-vous bancaires que tu peux faire, c'est avec des banquiers investisseurs en immobilier Qui font m'est pas de nul rentable. à chier. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, j'étais sûr. Et donc moi, j'arrive avec mon projet de coloc à 11,5% de rendement brut. On était aux alentours de 10,5, presque 11 en renta net. Projet à 180 000 euros, travaux frais de notaire inclus. Projet qui dégage 700, 800 euros de cash flow tous les mois. C'est le projet que tu prends en exemple. Ouais, c'est Ok. le projet que je décris aux membres de la formation. Et ce projet, je vais voir un banquier qui investit dans la même ville que moi, dans des studios étudiants avec des crédits à 300 euros pour 350 euros de loyer qui rentrent en face. Mais non, la colocation, ça fonctionne pas. Gars, regarde le nombre de demandes que j'ai sur mon premier projet. Hmm. Regarde quand je mets mon annonce, j'ai 40 personnes qui me contactent en 15 jours pour louer. D'où ça va pas marcher. D'où. Sauf que, qu'est-ce que tu veux essayer de convaincre Tu peux pas le un mec convaincre. comme Tu ça, peux pas le quoi. convaincre, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, c'est bizarre parce que j'ai un de mes meilleurs potes, Tony, que tu connais. Hmm. Lui, il avait le même conseiller, mais sur des immeubles de rapport, dans une autre ville, et ça passait. Ah ouais? Ouais, C'est avec lui qu'il a financé pour Oloron-Sainte-Marie, là? ouais, Ou Orthès? les deux. Non, Ok. seulement le premier. Ok, ok. Incroyable. Et donc, ouais, donc il y en a certains comme ça, ils sont juste, voilà, Ouais, parce que c'était plus facile peut-être ils ont une idée reçue. Et le gars, donc l'entretien a duré 15 minutes, puis au Ouais. bout d'un moment, je vois que je suis en train d'essayer de me justifier du fait que ça va fonctionner. Je me suis barré du truc, je me suis dit, bon, écoutez, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être convaincu sur mon projet. Les chiffres, ils sont là. Si aujourd'hui, factuellement, vous avez des projets qui ont pas... J'étais hyper maladroit. En gros, je lui ai un peu dit d'aller se faire voir, quoi. Je lui ai expliqué que voilà, s'il n'était pas capable de voir le potentiel, j'allais je me barrais ailleurs. Et donc, je me suis barré au bout de 15 minutes d'entretien. Ok. Alors Ok. que normalement, un entretien bancaire, c'est 1h30, hein, tu vois. Ouais, mais c'est Quand tu marrant fais parce bien que les du choses. coup, c'est ça, ce qui est bon, c'est l'exemple de Tony, où quand tu es dans sa ville, sur son terrain, pour lui, c'est pas possible. Après, si tu sors sur un type de projet différent, vu qu'il connaît pas, là, il se dit, ah oui, ok, peut-être que ça marche, etc. Mais c'est marrant cet ego de se dire, ah non, 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 Ah, il y en a certains, ils ont beaucoup d'ego, hein. ok, ok, ça c'est pas mal. Ouais, non, moi, le pire rendez-vous que j'ai eu, et c'est un rendez-vous, bon, tu me connais maintenant, je suis pas très, T'en as fait combien des rendez-vous bancaires en tout, toi? des rendez-vous bancaires en tout et pour tout sur, alors pour 3 projets, en tout, des rendez-vous bancaires, j'ai dû en faire presque une vingtaine. Je pense que je suis pas tout à fait à la vingtaine. Je pense que je dois être à 18, 19, j'ai pas compté exactement, mais dans ces eaux-là, quoi. Ok. Donc bon, bah, j'en ai vu des conseillers, j'en ai vu du monde. Puis moi, chaque projet, euh, avant, je prenais rendez-vous dans chaque banque. Tu sais, Ok. donc déjà, ça fait Ouais, moi j'en ai 5 banques vraiment. x 3, ça fait déjà 15. Puis après, je refais des rendez-vous parce que parfois ça bloque. Donc parfois, je vais sur le lieu de mon projet pour reprendre rendez-vous dans d'autres crédits agricoles, caisses d'épargne. Donc peut-être, ouais, 20, peut-être un peu plus de 20. Ouais. Ok. Mais le pire rendez-vous que je fais, et c'est un rendez-vous qui rebondit exactement avec ce qu'on disait avant, où c'est vraiment des rendez-vous qui peuvent juste te traumatiser. Et Ouais. tu te dis, bah, je fais plus d'immobilier, quoi. Donc j'arrive, le contexte, j'ai déjà fait 2 immeubles de rapport. 2 immeubles de rapport super rentables. 2 immeubles de rapport qui me rapportent beaucoup d'argent. Ok. Donc, tu vois, alors je veux bien, je suis pas, j'ai pas acheté la France entière, tu vois, mais il y a quand même un passif, il y a de l'histoire, il y a quelque chose. Moi, quand j'arrive chez le banquier, toujours bien rasé, super propre, j'arrive avec des dossiers. Les dossiers, ils font au moins 50 pages. Je détaille tout. Les projets que j'ai pu faire avant, ce projet-là. Dans le projet, je détaille. Qu'est-ce que je détaille? Ma situation personnelle. Je détaille le projet en lui-même, factuellement, les chiffres, etc. Et je fais une analyse complète aussi de la ville, du secteur, pourquoi c'est intéressant, parce que la première chose qu'on achète, c'est toujours le terrain. Donc, pourquoi il y a de l'intérêt de l'acheter ici, comment ça va prendre, etc.
Donc, tu vois, j'arrive, je suis quand même, j'arrive pas en tongs, tu vois, je suis bien, etc. Je prends rendez-vous au LCL, je m'en souviens toujours, LCL de Paris-Batignolles. Et je prends un rendez-vous un peu à la volée parce que j'étais de passage à Paris assez rapidement. Effectivement, j'avais pas ce réflexe de contacter les directeurs, directrices, gestionnaires de patrimoine. Donc j'arrive, déjà ça commence très mal. Je rentre dans le bureau, le mec se lève même pas, il est encore au téléphone, tu sais. Il finit son appel, limite il jette son casque, et puis tu sais, il se retourne, il me dit bon, qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, il me dit un truc comme ça, genre bon, tu sais que le mec est fatigué, qu'il a pas envie d'être là, etc. Je lui présente mon projet très rapidement, et il me coupe au bout de, je crois, 2 minutes 30, 3 minutes, tu vois. Et là, il me dit des trucs, il me dit quoi? Il me dit, bon, ce que vous faites déjà pour moi, c'est pas un travail, hein, c'est de l'amusement. Moi, je considère pas ça comme un travail. Un vrai travail, en fait, c'est-à-dire qu'on y est de 9h à 17h, en fait. Non, mais vraiment horrible, tu vois. Tu Il me l'as, dit, tu l'as l'extrait là de. Quand tu dis ça, le truc qui me vient en tête, c'est OSS 117. Là, merde, c'est quoi cet extrait là? Avec les chaussures et les blousons en cuir là. mais dans lequel? Le Euh, carnet d'espion, Rio ne oui, répond oui, plus. oui, le carnet d'espion là. Avec le blouson et les chaussures. Ouais. Ah putain. Je vais dire, Bah, franchement, on je le va mettrai trouver après parce l'extrait. que je sais même pas. Ça, c'est pas n'importe quoi. C'est la France du général de Ah Gaulle. oui, Tu non, l'as mais pas? voilà. Oui, voilà, ouais, c'était un peu le ton en plus employé, tu vois. Mais il était hyper. Et puis tu sens qu'il était directement sur la défensive. Je sais pas ce que j'ai fait en lui amenant un projet immobilier, mais j'ai dû le taper en plein dans quelque chose, tu vois. Et donc il m'explique que ce que je fais, c'est pas un travail. Il était presque insultant, tu vois, extrêmement rabaissant. Et puis il commence à me dire des choses qui n'ont aucun sens. Mais alors là, vraiment, on rentre dans l'extrême, c'est presque une caricature. Le mec me dit non, non, mais attendez, attendez. Il dit parce qu'en fait, là, vous faites un immeuble comme ça, il y a des locataires qui payent un loyer. Non, mais très bien. Mais demain, vous avez une vanne de gaz qui explose devant l'immeuble s'effondre. En fait, comment vous remboursez la banque? Je savais même pas quoi répondre. Je veux dire, c'est tellement. Et du coup, bah, comme toi, je suis parti au bout de 15 minutes, quoi. Ouais. Je lui dis, bah écoutez, je pense qu'on va pas travailler ensemble, du coup, donc je m'en vais. Mais je suis sorti de là quand même un peu sonné. Ouais. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? C'est Et je clair. me dis, quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier, et c'est la réflexion que j'ai eue quand je suis rentré, je suis allé voir Inès, et j'étais hyper tendu, tu vois. Je lui explique, etc. Et premier truc que je lui ai dit, je lui ai dit, mais t'imagines quelqu'un qui a jamais fait d'immobilier, qui a envie de se lancer, qui tombe sur lui en première personne, il arrête tout. Ah bah là. Il laisse tout tomber, quoi. Ah bah là, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut, ouais, il faut, pas forcer, mais bon, il faut faire plusieurs rendez-vous, il faut prendre plusieurs avis, et puis une fois que le projet est bon, il est finançable, quoi. Il faut juste trouver la bonne personne. C'est clair. Mais Ah ouais, pas cool. Pire aussi, moi j'en ai eu un qui a refusé de regarder le dossier que je lui ai apporté. ah, ça c'est autre chose encore, ça. T'arrives avec un dossier, moi j'arrive avec la présentation comme ça. Ah non, 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 on va pas la regarder. Non. Vous gagnez combien, monsieur? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord, Tu d'accord. vois? Mais je l'ai eu, ça aussi. Oh là Ça, là, je l'ai eu, la ils classique. sont En plus, je suis affreux. arrivé, mais c'était à Orthez en plus. Non, c'était pas Orthez, pardon, c'était à Ouais. Salis, juste à côté. Tu te barres direct. Et c'était mon tout premier immeuble. Et en fait, j'avais fait une offre. Elle était passée, etc. Mais à l'époque, je n'avais pas calculé les travaux. Heureusement que je me suis pas fait financer sur ce projet-là. Je me souviens qu'il était à 180 000 tout compris. Et j'avais estimé 60 000 euros de travaux. Mais maintenant, avec Dont du 60 recul, 000 ou plus 60 plus 000? 60 000. Plus 60 000. Et avec du recul, c'était au moins le double. Et si j'étais parti sur cet immeuble, ça aurait été ma ruine. Genre vraiment, je l'aurais jamais fini ce truc. Mais je vais voir quelqu'un pour un dossier, pareil, j'arrive, etc. Je te jure, je te promets, je rentre même pas dans la banque. Parce que j'avais pris une espèce de rendez-vous, mais la banque était un peu fermée, tu sais. Ouais. Elle ouvre la porte, et vraiment sur le pas de la porte, elle me dit, oui, bonjour, on m'attendait un projet. Le projet était en face de sa banque, hein, c'est pour ça que j'étais allé. Vraiment, tu sortais, le projet était à droite. Elle me dit, oui, bonjour, c'est pour un projet, etc. Puis elle me regarde comme ça, de haut en bas, j'ai l'air jeune, elle me dit, non, mais attendez, mais vous gagnez combien, etc. Sur le pas de la porte, hein. Je dis non, mais en fait, c'est une situation un peu particulière. Bon, bah, j'ai un salaire, mais j'ai aussi de l'épargne, et puis je voulais qu'on discute Non. de choses. Elle me dit non, 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 mais vous gagnez combien aujourd'hui? Factuellement, je gagnais 500 euros par mois. Elle me dit ah, non, non, mais moi je vous suis pas, merci beaucoup, bonne journée. 35 secondes. Sur le pas de la porte, j'avais fait 45 minutes de route pour venir, juste pour ça. C'est pas grave. Ah ouais, mais toi, t'en as fait moins que moi, mais c'est quand même plus épique. Hein. Oh oui, j'en ai fait des salés, ouais. Mais en même temps, moi je suis parti avec une situation aussi qui était spéciale. J'ai envie de te montrer une carte qui Vas-y. est, je trouve, très intéressante. Bon, alors, c'est une carte très, très, très schématique, hein. C'est vraiment très schématique, mais c'est classement des villes selon l'évolution des prix de l'immobilier en pourcentage. C'est une carte qui a été faite, évidemment, très récemment. Oui. Tu vois sur la carte, les points verts, c'est les villes qui ont monté. Point rouge, les villes qui baissent. Point orange, les villes qui stagnent. Alors, on n'a que les grandes villes et les villes moyennes. On peut faire de l'hypothèse sur des villes un petit peu plus petites. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que toutes les grandes villes, en majorité, baissent
et que toutes les villes secondaires et les villes plus petites montent. Oui. Et je trouve que ça fait écho avec ce dont tu parles à chaque fois qu'on fait la conférence, l'apéro IMO, c'est ce que tu dis dans la conférence, que parfois, souvent, pour faire du rentable, il faut sortir des villes et il y a une carte que tu montres dans chaque ville que j'adore et c'est la carte qui choque le plus les gens. Parfois, on en parle souvent après l'apéro. C'est la carte, tu sais, de l'attractivité démographique d'un secteur. Ah ouais, ce truc qu'on a mis tellement longtemps à trouver là. Voilà. Et cette carte, elle est Ouais. hyper intéressante parce que tu prends, par exemple, je dis n'importe quoi, Bordeaux, tu vois, ou Nice, on l'a vu avec Nice là il y a pas longtemps. T'as Nice au final et t'as le pourtour de Nice. Les gens emménagent beaucoup plus en nombre sur le pourtour que dans la ville en elle-même. Ouais. Et pourtant, les gens veulent, en général, l'idée, c'est le studio petite surface ou à défaut un appartement dans la ville. Mais au final, tu retrouves plus de concurrence, peut-être moins de personnes à loger, mécaniquement pas rentable, Ouais. et le pourtour est complètement différent. Et c'est hyper intéressant, toi déjà, comment tu es arrivé à découvrir ça par toi-même? Comment tu es arrivé à construire cette hypothèse, à la vérifier? Comment aujourd'hui tu montes tes investissements par rapport à ça? Et mécaniquement, pourquoi ça marche, quoi? Pourquoi c'est rentable? Comment ça se fait que toi aujourd'hui, tu arrives devant un banquier avec des projets à 10, 12, 13%, alors que la moyenne des Français font du 4-5, quoi? Ouais. Alors aujourd'hui, comment j'ai fait? Ben en fait, si tu me poses la question, mais tu sais comment on a fait? Parce qu'on s'est penché pendant 2 mois et demi, tous les deux, on a fait les études de marché d'à peu près toutes les villes en France. Et donc, factuellement, aujourd'hui, partout, on sait quand tu habites à un endroit, à moins d'1h30, quels sont les secteurs qui vont fonctionner. Si tu veux faire de la coloc, si tu veux faire de l'immeuble. Donc en fait, on a construit une base de données qui est hallucinante, hein. On a des centaines de milliers de données justement sur tous les secteurs qui nous permettent d'établir là où ça va fonctionner ou non. Et la raison, elle est hyper simple, c'est que les centres-villes aujourd'hui attirent un petit peu moins. Alors la raison de pourquoi ça attire un peu moins, ça c'est propre à chaque ville. Souvent, c'est parce que le prix au mètre carré est un peu trop élevé, les loyers sont trop tirés vers le haut, ou parce que les surfaces sont de plus en plus petites, parce que les gens ont tendance à diviser les appartements dans le temps, etc. Donc il y a ça. A contrario, des villes dortoirs qui se trouvent autour de ces villes principales. C'est comme ça qu'on dit dans l'étude de marché, on parle des villes dortoirs, qui elles, du coup, voient leur nombre d'habitants continuer d'augmenter parce qu'il y a encore de la surface à construire, parce que il y avait des logements qui, il y a 20 ans, 30 ans, étaient encore bien occupés avant que les gens migrent encore plus dans les centres-villes. En fait, c'est passé un peu ça quand même, hein, sur les 2 dernières décennies. Les gens se sont rapprochés de plus en plus des villes, sont de plus en plus connectés. Et aujourd'hui, depuis le Covid surtout, ben, on a cet esprit-là où les gens viennent plutôt se loger en périphérie, Ouais, ça a beaucoup bougé cherchent depuis le un Covid. cadre de vie plus qu'une efficacité dans leur vie, quoi. Donc ça change beaucoup. Et donc forcément, vu qu'on a des centres-villes qui sont souvent un peu saturés, avec a priori, si je fais un peu une généralité, mais c'est le cas dans 80-90% des grandes villes qu'on a étudiées en France, les gens ont tendance à habiter en périphérie plutôt que dans la ville. Donc forcément, en périphérie, tu as le nombre d'habitants qui augmente. Donc tu as le prix de l'immobilier qui augmente également. Tu as le prix des loyers qui augmente, alors qu'en centre-ville, le nombre d'habitants, c'est pas là que ça augmente le plus. Parfois, c'est même ça diminue en centre-ville au bénéfice de la couronne. Donc on a ce truc-là qui se passe, d'où pendant l'augmentation là qu'il y a eu en 2023 des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers, on a eu beaucoup de grandes villes, je pense à Bordeaux qui a perdu jusqu'à 10% à un moment donné, là où tout autour, ça a peut-être perdu 3-5% max, et encore il y a des endroits où ça n'a pas perdu et ça a continué d'augmenter, quoi. Ouais, non mais c'est clair. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est là tu parles d'éléments très factuels, mais moi je l'ai vu parce que j'ai assisté à, à des changements dans des quartiers. Tu vois, moi j'ai vécu 25 ans quasiment au même endroit, donc j'ai vu comment ça a évolué. Et souvent c'est dans les pourtours justement, ça devient attractif dans le sens où, pour des raisons plutôt financières, donc les gens commencent à emménager là-bas. Ouais. Puis une fois que tu as de plus en plus de monde, eh ben, le centre-ville va commencer à changer, à évoluer. Tu as plus de commerces qui ouvrent, tu as différents types de commerces qui ouvrent aussi. Souvent, je prends l'exemple de quand tu commences à voir dans un centre-ville, Mm. tu vois un espèce de salon de thé bio bobo. Euh,
Tu vois, Matcha. je sais voilà, pas. tu vois, c'est plus l'indice McDo, c'est l'indice matcha, tu vois. Quand tu commences à avoir Elle est très bonne. non mais tu Celle-là. vois, celle-là elle est Ouais, elle bonne. est très bonne. Quand tu commences à avoir des trucs un peu bobo comme ça à ouvrir, c'est un signe de il y a peut-être quelque chose de sympa à faire, tu vois. Parce que, Je l'avais pas. mais vraiment, ces commerces-là n'ouvrent pas si ils ne sont pas convaincus d'avoir la clientèle de base. Moi, je l'ai vu, je le sais aujourd'hui, c'est pour moi une certitude. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. D'abord, les gens arrivent, ensuite les commerces ouvrent. Et donc, quand le commerce a ouvert, t'es peut-être déjà un peu en retard, tu vois, faut se poser la question. Mais donc, investir dans des secteurs comme ça, c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, t'achètes peut-être la ville qui est pas, ok, voilà. Je prends l'exemple de Bordeaux, t'achètes peut-être pas à Bordeaux, t'achètes peut-être à côté. Donc oui, ok, c'est pas Bordeaux, c'est pas le centre-ville protégé par l'UNESCO, mais demain, ce que tu revends, Mm. c'est un appartement dans un centre-ville hyper dynamique, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Et c'est un peu comme l'investissement. On dit toujours qu'il faut acheter le bottom, c'est le bas, et vendre le top. Ouais. Donc si tu cherches à acheter dans les meilleures villes, les plus étincelantes, etc., ben oui, à ce moment-là, achète à Paris, achète à Marseille, achète à Nice. Mais dans ce cas-là, ta stratégie ne peut pas être de faire du rentable. Ouais. Tu fais du patrimonial pour dans 25 ans, quoi. Je suis d'accord. Et il y a une dame qui m'a posé la question l'autre jour quand on était à Nice. Ouais, Elle me disait, non, c'est quand on était à Nice? Non, c'est quand on était à Grenoble l'autre jour. ok. Le matin, non, la veille au soir, j'avais fait une immersion sur le projet de Thibaut, donc Mhm. un de nos clients. Et donc il a trouvé un immeuble génial, place centrale de la ville, avec Ouais. un parking, Parking en face. parking qui Ouais. fait la place centrale. Et le C'est vendredi, quasiment son parking, quoi. ouais, le vendredi, il y a toutes les voitures qui dégagent parce qu'il y a le marché du village qui se passe en plein milieu. Du village, c'est plutôt de la petite ville, tu vois. Et une dame me dit, ouais, mais comment tu fais pour faire les immeubles de rapport quand tu investis dans des petites villes comme ça? Alors, on sait que l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ouais, mais si tu n'investis pas dans ce genre de petites villes et que tu investis dans des plus grandes villes, bah, tu seras jamais en cœur de ville. Tu seras en périph, tu seras dans un endroit un peu pas top de la ville, Ouais, c'est etc. si hyper tu fais ton intéressant ce que tu immeuble. dis. Ouais. Alors que si tu le fais dans des villes plus petites, Ouais. tu arrives à choper un immeuble, mais cœur de centre-ville, avec une vitrine locale commerciale, boum, qui donne sur la place publique de la ville. Non, mais c'est exactement ça. Incroyable. Et pareil, sur le projet où on était, c'était du coup lundi matin. Ouais, Mélanie Olivier, là. Lundi Ouais. matin, là, entre Grenoble et Nice, le projet de Mélanie Olivier. Entre Grenoble et Nice, entre Grenoble et Lyon, plutôt. Ouais, entre Grenoble et Nice, c'est quand même très large, quand même. Ouais, pardon, entre Grenoble et Lyon. Mais ce projet, pareil, c'est le même principe. On est Plein centre, collé à la plein mairie, collé à la police centre-ville, municipale. une grande maison avec rez-de-chaussée plus 3 étages. Et c'est une grande maison, du coup, qui divise en 4 appartements. D'ailleurs, si ça vous intéresse de regarder le projet, je crois que je l'ai enregistré en story à la une sur Insta. Vous allez sur notre Insta, imo-évolution, résultat client. Hop là, pardon. Ça t'a fait craquer l'épaule. Ça m'a t'as fait vu craquer les côtes. C'est là que ça a T'as craqué. éternué, t'as craqué. Et donc, en story à la une, vous pouvez regarder, j'ai filmé tout le projet de A à Z avec tous les chiffres du projet. Et regardez le genre d'investissement qu'on peut faire quand on investit à moins d'1h30 autour d'une grande ville comme Lyon, Grenoble, Nice, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Rennes, Angers. Très beau projet en plus. Partout, quoi. Il y en a partout des villes comme ça. Montpellier, Marseille. Ouais, non, À non, mais moins c'est d'une clair. heure 30, il y a des secteurs qui peuvent ressembler Et à le ça. prix de ce projet total, c'était combien déjà à peu près? Achat. Alors, 119 000 affichés, négocié à 86 000. C'est ça. À la louche, il y a 7 000 euros de frais de notaire et 135 000 euros de travaux. C'est ça. Projet Donc on est total, sur un projet total moins de 250. Moins de 230. Moins de 230, ouais. Moins de 230 000 et ils en tirent 650 euros x 3 plus 600. Ouais. Ça fait, je ne l'ai pas de tête là, mais on doit être à 1800, 1950 plus 600, 2550. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Juste après, je vais te montrer justement la différence entre ce type d'immeuble-là et un type d'immeuble un peu plus classique, mais projet de fou en plus. Ouais, L'immeuble est magnifique. C'est un projet entre 12 et 13% de rendement brut. Ouais, ouais. En location à l'année. Il est vraiment incroyable. Et la location courte durée fonctionne parce qu'il y a plein de travailleurs en déplacement dans le secteur. Et en plus, ils sont au bout de la rue, t'es en plein centre. Enfin bref, on va pas vanter le mérite de ce projet, il est vraiment génial. Il est trop Mais je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit et qui, moi, me fait penser à quelque chose que je dis souvent aussi aux personnes qu'on accompagne ou même à des gens à l'apéro. Et c'est quelque chose que les gens, c'est pas choquant non plus, faut pas que j'abuse, mais les gens ont du mal à le comprendre et pourtant, c'est quelque chose dont je suis convaincu. C'est qu'aujourd'hui, investir dans des petites et moyennes villes, c'est plus sécurisé qu'investir dans le pourtour des grandes villes. Ouais. Beaucoup plus sécurisé parce que, et c'est exactement ce que tu disais, mais je développe ce point-là qui est hyper intéressant.
Tu prends par exemple la ville de Toulouse. Tu investis autour de Toulouse, dans la périphérie, etc. Eh ben, mécaniquement, quels sont les endroits avec des prix au mètre carré intéressants autour de Toulouse? C'est des endroits qui aujourd'hui craignent, sont dangereux, C'est quoi? sont pas habitables, C'est tu le vois. quartier de la Reinerie, ouais, c'est ça. Voilà, Quartier de la je te prends des Reinerie, exemples, ne serait-ce. où t'as des gens qui traînent un peu en bas du bâtiment, où t'as des voitures qui crament de temps en temps, t'as la police qui vient. C'est là que ça coûte pas cher. Voilà, c'est ça. Mais sauf que là, Personne n'a derrière, envie d'investir là, alors, et vaut mieux pas le faire. moi j'en suis convaincu, investir là-bas, c'est très rentable. Ouais. Par contre, la revente demain, là, tu es sur un niveau d'incertitude qui est tellement élevé. Aujourd'hui, moi, des risques, je suis prêt à en prendre, mais quand ils sont mesurés. Et un risque mesuré, pour moi, c'est jamais un risque. Parce que quand tu as une étude de marché qui est bien faite, que tu sais où tu investis, tu perds jamais d'argent à la revente. Et en plus, c'est rentable, évidemment. Ouais, carrément. Même exemple avec Marseille, quartier nord. Hein. Oui, mais complètement. Quartier nord, Complètement. pas cher, etc. C'est C'est accessible. 100% OK hein, pour investir là-bas. Mais demain, à Mais combien à tu le revente, revends, tu sais pas. ouais. Alors que investir dans des villes petites et moyennes, aujourd'hui, c'est le même niveau de prix, voire moins cher que ces quartiers-là. Mais par contre, quand évidemment, le prix n'est pas le seul critère, tu peux pas arriver et dire c'est pas cher, j'y vais. Ouais. Non, non, c'est pas cher, mais c'est intéressant. C'est en train de se développer pour telle raison. Il y a plein de facteurs qu'on voit avec les personnes qu'on accompagne qui permettent de définir qu'il y a une tension économique, une tension locative ou une tension touristique qui est en train de porter la ville vers le haut. Et quand tu as des éléments factuels avec des chiffres, donc un bon prix au mètre carré, etc., un bon emplacement stratégique et des raisons qui font que la ville va monter, à ce moment-là, investir dans une ville de 10, 15, 20 000 habitants, pour moi, c'est beaucoup plus sécurisant qu'investir dans des grandes villes, quoi. C'est ça. Et tu fais de la rentabilité, tu revends mieux, tu revends plus vite. Moi, mon immeuble, je l'ai revendu en 4 mois. Mais ça me fait halluciner parce que quand on parle justement de l'étude de marché, là, tu as donné, t'as donné quelques éléments, tu vois, qu'on explore sur les études de marché. Mais les gens, quand ils font les études de marché, c'est non, je le sens bien, cette Oui, ville. voilà. Oui. Tu sais, c'est quasiment avec le pendule, tu sais. Oui, voilà. Ouais, non, le vent. Il y a un petit La vent d'ouest. roue Il y a un petit va vent d'ouest. tourner dans cette Ouais. ville. Tu sais, tu prends le pendule comme ça, tu le mets au-dessus d'une carte et tu le laisses tomber pour définir l'emplacement où tu vas investir. Ouais, là, je le sens bien, là. Là, c'est OK, là. Non, mais c'est trop aléatoire, c'est ça, c'est Ouais. beaucoup trop aléatoire. Quand On on a parle de 25 l'étude, critères qu'on valide quand on fait une étude de marché. l'étude de marché, peu importe ce que tu veux faire dans la vie. Je veux dire, moi, j'ai fait du marketing en cours. Le premier truc qu'on t'apprend en marketing, c'est quand tu lances un business, Ouais, étude de marché. étude de marché. Tu veux lancer étude de marché, étude de marché. Il n'y a pas de étude de marché. C'est vraiment, il n'y a pas de. C'est le premier truc à faire parce que si tu vas au pif, bon bah ça peut marcher, Ouais. ça peut ne pas marcher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pourcentage d'incertitude, il est très grand, quoi. Quand Ouais. tu sais où tu vas, a priori, c'est beaucoup mieux. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit oui, mais même si ça baisse demain, moi je m'en fous parce que je fais du cash flow, parce que c'est rentable à la location. Qu'est-ce Bah, que tu dirais à quelqu'un qui pense ça sur une étude de marché? Bah, je dis que si je me coupe une jambe, je peux encore marcher avec des béquilles, mais c'est pas la même sensation, quoi. Non, mais tu vois, c'est un peu pareil. Genre, bah écoute, oui, c'est très bien. J'ai des béquilles, je peux avancer, mais c'est naze. Je peux pas courir, tu vois. Ouais. Et c'est un peu pareil. Ta C'est que là, capacité à flip sur les prochaines opérations, elle est c'est naze. écrasée, quoi. Parce que tout investisseur aujourd'hui, au bout d'un moment, il y a un roulement qui intervient. Les investissements que tu as fait au début sont rarement les investissements qui restent dans ton portefeuille à la fin. Il y a toujours une mécanique de bah, je vends pour racheter, je vends pour me désendetter, pour racheter. Bah, les projets que j'ai fait au début sont des projets intéressants, mais trop petits, tu vois. J'ai pas d'intérêt parce qu'aujourd'hui, il faut pas croire, tout prend du temps. L'immobilier, c'est pas non plus quelque chose de 100% passif. Et donc, bah, écoute, plutôt que d'avoir 10 petits bâtiments, tu préfères en avoir un gros parce que tout est au même endroit, tout est centralisé, etc. Donc, Ouais. mécaniquement, tu te diriges toujours vers ça. Et donc bah, ça tourne, quoi. Et quand il faut vendre, bah, si tu as mal acheté, alors c'est l'exemple que je donne. Si tu achètes un projet à 100 000 qui te rapporte sur un an 20 000 euros de loyer, mais que dans un an tu le revends 80 000, tu as passé un an à rien faire, quoi. Ouais. Il se passe, et encore, t'enlèves s'il y a des impôts, des choses comme ça, tu es même en négatif. Au final, tu as passé un an, c'est super. Alors, tu as développé des compétences, c'est très bien, mais tu as des trous dans les poches, quoi. Moi, le seul créneau dans lequel je vois que c'est intéressant d'investir dans les grandes villes, c'est quand tu as commencé par investir dans les villes de province, Bah, bien sûr. quand tu as fait ton patrimoine, que tu as remboursé du capital déjà, et que tu revends. Et que là, à ce moment-là, quand tu investis dans la grande ville, tu investis sur des budgets qui sont beaucoup plus élevés et qui, du coup, au prix de gros, te permettent de bénéficier de tarifs au prix au mètre carré bien inférieurs. Et que, du coup, tu as une partie à poser sur la table qui fait que le projet est rentable. Et à ce moment-là, Bah, bien sûr. on est dans une dynamique patrimoniale. Et c'est petit à petit la dynamique vers laquelle nous, aujourd'hui, on est en train d'arriver. Mais on a commencé par faire
les villes de province avant. Non, mais bien sûr, bon, sur lequel on est en train d'arriver tranquille. Doucement. Non, mais Encore, regarde, encore un peu de temps. t'achètes un appartement à À Bordeaux-Centre. Bordeaux, bah, bien Tu vois, sûr, ouais, ouais, c'est pas les mêmes on projets est qu'avant, dedans, ouais. on commence à être dedans, quoi. Non, mais complètement. Puis après, je pense que ce que les gens voient pas aussi, c'est que bon, les gros projets centre-ville, c'est aussi, bah, il faut de l'argent, c'est destiné à différents types d'investisseurs, etc. Effectivement, tu y arrives au Ouais, bout d'un moment, mais commencer par ça, c'est se mettre en concurrence avec absolument tout le monde, quoi. carrément. Ok, très intéressant. La petite carte que je mettrai évidemment, que j'aurais mise, J'ai l'impression qu'on va encore déborder sur ce podcast, on Arthur. va, on va, Quel est ton ressenti? on va évidemment encore déborder. Hein. Quelle heure il est? Ça va, on est bien. Alors, question-réponse des clients qu'on nous a posées. Je vais te poser quelques questions assez rapides. Ouais. Euh, Il y a une question souvent qui revient au début, quand les gens commencent, n'ont pas encore forcément des grandes compétences en immobilier ou ont des compétences en immobilier, mais c'est quelque chose qu'ils ne voient pas forcément, c'est la partie meuble. Tu sais, très souvent, les meubles, c'est quelque chose, et tu le dis dans la conférence, c'est quelque chose qui sort de ta poche une fois que tu as levé le crédit auprès des banques, parce que la banque, a priori, ne finance pas les meubles, tu vois. Et aujourd'hui, toi, tu as monté une deuxième société, la Menuiserie Martin, qui s'occupe exclusivement de ça. Il faut quand même le dire. Mais tu t'occupes comme ça d'accompagner les clients et des investisseurs en dehors à meubler leurs appartements et justement à le faire financer aussi par la banque. Comment aujourd'hui on fait financer ces meubles dans un crédit bancaire pour éviter de sortir ça et au final d'avoir à mettre de l'apport? Ok, super intéressant comme question et je pense que 90% des investisseurs ignorent ça quand ils se Bah, lancent. carrément, ouais, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Quand tu fais un projet IMO, tu as trois façons. Tu as en fait t'as quatre façons de faire financer tes meubles. Numéro un, quand tu vas voir ton banquier, tu lui dis ok, voilà mon devis Conforama, mon devis Ikea. Désolé, monsieur, donne-moi le nom de famille de mon exemple. Je sais pas, Il s'appelle. Robin. Ok, Robin. Non, c'est pas un nom de famille. Si, si, je connais un mec qui s'appelle Robin, c'est pour ça que je te dis ça. Monsieur Robin. Ouais. Oh, c'est éclaté au sol. Vas-y Désolé, pas, hein. monsieur Robin, on ne finance pas les meubles puisque c'est un crédit immobilier, pas un crédit mobilier. Donc, il faudra le financer de votre poche. Donc, si tu as réussi à pas trop mettre d'apport sur ton projet et que tu as un immeuble que tu lui as claqué 15-20 000 euros de meubles derrière, c'est un peu moins intéressant. Première possibilité. Deuxième possibilité, tu fais un crédit conso. Le banquier va te proposer cette option parce que pour lui, c'est intéressant de faire des crédits conso. Là, il gagne de l'argent contrairement au crédit immobilier. Et tes meubles, au lieu de les emprunter sur 20 ans dans ton crédit, tu vas les emprunter sur 5. Ça va te faire des mensualités qui vont être 4 fois plus élevées sur la proportion, sur l'enveloppe meuble. Ce qui fait qu'en gros, les 5 premières années, ton cash flow, il va sûrement être divisé par 2, parfois même par 3 si tu n'en avais pas beaucoup à la base. Deuxième solution, mais hyper embêtant. Troisième possibilité, tu demandes à un artisan de te fournir les meubles. Le problème, c'est que les artisans, eux, ils ont des prix intéressants pour les matériaux, ils n'ont pas des prix intéressants pour le mobilier, parce qu'ils n'achètent pas des tables, des chaises tous les jours. Donc, il va devoir acheter ces produits pratiquement à prix coûtant, sur lesquels il va devoir marger, parce qu'il n'a pas le droit de te les revendre à prix coûtant. C'est illégal de faire ça en France, il doit marger au moins à 15-20% dessus. Et donc, tes meubles, ils vont te coûter 15-20% plus cher que si tu les avais achetés par toi-même. Mais ça passe dans l'enveloppe travaux. Et il y a une quatrième option. J'ai le droit de faire la promotion un peu de. Bah oui, oui, tu peux, Ouais, c'est évidemment. mon podcast, j'ai le droit. Oui, c'est pas le mien, tu me dis ça comme si c'était à moi. Fais ce que tu veux, hein. Et du coup, quatrième solution que nous, aujourd'hui, on a mis en place, c'est d'arriver du coup à combiner tous ces différents problèmes dans une seule et même solution. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une deuxième société qui s'appelle la Menuiserie Martin, qui me sert en activité secondaire à faire quelques travaux de temps en temps, parce que, vous le savez, je suis passionné par le travail manuel, j'adore faire ça, c'est moi qui repeins ce joli mur en bleu et cette Très belle bien repeint, verrière d'ailleurs. derrière moi d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'avec cette société, artisan, de Menuiserie Martin, c'est comme ça que c'est affiché, je vais faire des factures de prestations d'aménagement d'intérieur. Un truc un peu vague qui permet aux banquiers de ne pas trop se poser la question. Et nous, derrière, on vous fournit en fait l'intégralité des meubles. Sauf que, contrairement à d'autres artisans qui sont obligés de vous les revendre plus cher, nous, comme on meuble pour 10-15 appartements par mois, Facile, ouais. et peut-être si vous regardez sur le podcast dans quelques mois, ça aura doublé, parce que nos clients, nous, on les accompagne, on les amène jusqu'au résultat. Et donc, comme on a 10-15 appartements à meubler tous les mois, moi, ça me permet de faire un achat sur le volume qui me permet de casser les prix auprès des fournisseurs et de proposer aux clients de leur meubler leurs appartements pour 20% moins cher que ce que ça leur coûterait s'ils les achetaient par eux-mêmes.
Avec la facture Menuiserie Martin, ça passe dans le devis. Tout est livré en une seule fois sur palette au pied de l'immeuble. Et derrière, en plus de ça, bah moi, je sais pas ma spécialité, du coup, c'est plutôt ma compagne qui l'a fait. Elle a fait des packs hyper sympas qui sont pas des packs Ikea ou des packs Conforama Ouais, copier-coller comme vous pouvez retrouver les packs sont partout. hyper sympas, ouais. Et l'idée, c'est que voilà, ça vous permet de vous démarquer. Et on a remarqué qu'en moyenne, nos clients arrivent à louer 50 € plus cher par appartement, juste parce que les photos, ça se distingue. Donc, on a plusieurs types de packs, etc. Si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un petit message sur Insta, on pourra vous les présenter. Bah, d'ailleurs, moi, dès que je passe mon immeuble dans une SCI à Liège, premier truc que je fais, du sol au plafond, je meuble tout Menuiserie Martin. Tout Et, meublé. bah ouais, il faut. Ouais. Et du coup, dans le prolongement, maintenant, t'as plus qu'à ouvrir une société de transport. Quand tu auras trop de volume, tu livres à travers la France, plus société de déménagement, comme ça, ils montent les meubles dans les appartements. Ah ouais, non, mais ça devient un bordel après. Mais en fait, on arrive. Et donc, du coup, ouais, on a cette solution aujourd'hui qui permet du coup de rayer les problèmes. Problème de financement de sa poche, problème de comment je fais pour pas passer un mois à faire la chasse au canapé qui est en promotion, à 3 lits, à trucs, Ouais, et machin. puis souvent, en plus, tu Des finis par trucs mettre une déco blanche, pas belle. des trucs que je vais peut-être galérer à sortir parce que je vais pas les acheter au même endroit et puis je vais passer du temps, etc. Là, tout est déjà assorti et c'est meublé du sol au plafond. Ouais, et puis la déco, le fait de La se sentir bien, déco, les etc., c'est un cadres. métier, hein. Je veux dire, moi, tu me laisses personnellement m'occuper de ça, effectivement, c'est tout blanc, quoi. Il y a un lit, une table basse blanche, c'est un peu hôpital, Ouais. c'est pas très beau, quoi. C'est pour ça que je vais pas me prendre la tête. Mais super intéressant. Et puis en plus, aujourd'hui, tu as un seul client qui s'est pas fait financer le truc. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, quand le banquier lui a demandé qu'est-ce que c'est, il a dit les meubles. Et les meubles. Et voilà, raté. Ouais. Évidemment, il faut pas le dire comme ça. Ouais. Ok, super intéressant. Deuxième question. Alors, c'est pas forcément une question, euh, c'est plus une volonté d'aller plus vite, un questionnement de ceux qui démarrent. Je parle souvent de ceux qui démarrent avec peu de compétences. Tu sais, quand on se jette dans quelque chose d'inconnu, très vite, étant donné qu'on n'a pas les réponses à ces questions, on se sent un peu perdu. Et pour que ce sentiment s'en aille, on a envie d'essayer de comprendre assez vite comment ça fonctionne. Et donc souvent, au début, il y a des gens qui me demandent mais comment ça se passe, les étapes de l'acte d'achat, etc. Ils comprennent pas tout à fait comment ça s'enchaîne. Et même après avoir regardé la formation, même parfois après avoir fait les coachings individuels, les coachings collectifs, tu sais, à l'instant T, ils sont un peu perdus, etc. Ouais, c'est Euh, parce qu'ils sont stressés. parce qu'il y a du stress, parce Un qu'il petit y a peu, ça aussi peut beaucoup arriver. d'infos qui arrivent en même temps. Mais est-ce que ça te dirait pas de récapituler rapidement les étapes d'un acte d'achat, tu vois, pour comprendre comment ça fonctionne? J'ai encore quelqu'un qui m'a dit, par exemple, à l'apéro Imo de Nice, tu vois, tout bête, mais il m'a dit hallucinant. Lui, il avait prévu, heureusement qu'il est venu à l'apéro, hein, il avait prévu d'acheter lui, il voulait faire de la typique, de faire tous les travaux et ensuite d'aller demander à l'urbanisme s'il pouvait changer la destination. Je lui ai dit, je lui ai dit, attends. Je lui ai dit, attends. Je lui ai dit, mais t'es complètement fou. Je lui ai dit, mais t'imagines s'ils te disent non? Qu'est-ce que tu fais de ton truc là? Qu'est-ce que t'en fais? Donc tu vois, juste un petit récap de globalement comment ça se passe, quelles sont les étapes et comment on part de une idée à un projet. Ok. Alors, déjà, on le fait pas comme monsieur, madame, tout le monde. On a un process qui est un petit peu différent parce que étape numéro 1, on commence pas par aller voir le banquier. On commence par estimer en fonction des futurs revenus locatifs, en fonction de si on fait une coloc, un immeuble et de notre propre capacité d'emprunt, combien au global on va pouvoir emprunter. Déjà, ça augmente beaucoup le budget. Je crois qu'on en a parlé dans le précédent podcast. Hmm. Une fois qu'on a fait ça, on va faire l'étude de marché, etc. On passe tous les détails. On va parler surtout de l'acte d'achat. On a trouvé le projet, on l'a négocié. Entre la négociation et le compromis, on fait passer les artisans. Ça permet de gagner du temps parce que, vous le savez, les artisans vont mettre 2-3 semaines à vous envoyer tous les devis et puis il y en a certains qui ne seront pas bons, etc. Donc, dans cet intervalle de temps, on commence à faire passer les artisans. Quand on a la date du compromis qui se rapproche, on commence à prendre rendez-vous avec les banques derrière. C'est bon, signature du compromis. On arrive chez le banquier, on a tous les devis, on a tous les éléments. On va pouvoir commencer à faire le tour des popotes. Donc, on va voir tous les banquiers et on arrive, une fois qu'on a notre financement, doucement vers la fin des 90 jours qui se passent entre le compromis et l'acte final. Dans cette période, on a renégocié les devis, etc. Acte final, on a les clés et vu qu'on a anticipé, etc., on arrive directement, on démarre les travaux. C'est ça. Puis après, partie travaux, et puis avant la fin des travaux, on a loué, et puis J+1 en fin de travaux, c'est Ouais. loué, quoi. Ah, les petites astuces qui nous permettent de louer le bien un mois et demi avant que les travaux Bien soient sûr. finis. Non, mais c'est relativement simple, mais c'est vrai que les gens sont un peu perdus, ils ont du mal à comprendre. Bon, on en a déjà parlé la semaine dernière, le fait que le compromis, ça bloque pas, etc. Mais souvent, c'est des questions, ils stressent un petit peu, mais quand est-ce que je dois prendre rendez-vous? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel ordre? Alors qu'au final, les étapes, elles sont pas...
plus compliqué que ça, quoi. Ouais. Ce qui est important, c'est de les prendre surtout les unes après les autres. Souvent, les C'est gens clair. veulent anticiper et c'est là que ça pose des problèmes, quoi. On commence pas à réfléchir à la fiscalité si t'as même pas encore, tu vois, l'idée du projet que tu veux faire. Ouais. Mais... Ah, mais ouais, c'est clair. Et je dirais même qu'avant même l'étude de marché, c'est construction du projet, quoi. Hmm. C'est bon, bah, quel financement tu peux aller chercher, quel projet tu peux faire, etc. Est-ce En qu'on fonction étude de marché, etc., etc. est-ce qu'on veut faire un projet pour un complément de revenu? Est-ce que on veut aller beaucoup plus loin, enchaîner les projets? À ce moment-là, on commence pas par la même chose. Bah, ça, c'est un piège aussi dans lequel la plupart des investisseurs tombent. C'est qu'ils font un premier projet pour avoir un complément de revenu. Mhm. Et derrière, ça leur plaît, ils ont envie d'aller chercher de l'indépendance, de la liberté financière. Mais le chemin fiscal qu'ils ont pris leur fait faire un petit détour, rallonge un petit peu pour arriver à leur objectif final. Donc c'est pour ça que nous, on a cette grosse phase d'études et on a quelques petits exercices à mettre en place avant de définir la stratégie, justement. Ouais, carrément. Parce que l'idée, c'est, si possible, de prendre le raccourci dès le départ s'il est envisageable, quoi. C'est mieux. Si on peut éviter de perdre du temps comme on a pu le faire à certains endroits, c'est toujours mieux. C'est clair. Je vais juste aller prendre un verre d'eau. Tu Ouais. veux un verre d'eau? Écoute, je veux bien. Tant que j'y suis. Je veux bien. Pendant ce temps, moi, je vais te sortir un petit peu je te fais le j'achète pas. Une dernière question. Et puis, j'achète pas. Et cette semaine, j'espère que tu achètes quand même. C'est vrai que la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, là, C'était il y a 2 semaines, ouais. j'avais rien acheté. T'avais rien acheté. T'avais pas acheté mon Non. château, t'avais pas acheté mon immeuble, t'avais rien acheté du tout. Merci beaucoup. Dangereux, hein, le transfert de verre là au-dessus du Mac. T'inquiète, je nous fais confiance. Oui, du coup, dernière question. Alors, c'est vrai que souvent, les gens essayent d'investir dans ce qu'ils comprennent, en tout cas dans ce qui se rapproche d'eux. C'est pour ça, toujours Ouais. pareil, que les gens veulent faire petite surface, centre-ville, ou alors justement pourtour d'une ville qu'ils connaissent, etc. Parce que plus c'est proche de nous, plus, entre guillemets, on connaît, on arrive à l'appréhender, plus c'est facile de se diriger vers ce type d'investissement. C'est pour ça Ouais. aussi que beaucoup de personnes commencent par du locatif classique, ben, comme toi et moi, hein, c'est pas un jugement de valeur. On connaissait à peu près le locatif, on a voulu investir locatif. Il existe plein de sortes d'investissements différents dans l'immobilier aujourd'hui. Et très souvent, on a des personnes qu'on accompagne qui vont trouver des immeubles avec un local commercial au pied de l'immeuble, avec un hangar. C'est assez Ouais. récurrent. Tu sais, une espèce ouais, de grand hangar, de parking, de grange, une sorte de bâtiment en plus, qui est soit sur le terrain de l'immeuble, soit dans le prolongement. Tu vois, c'est le cas de Thibaut à Lyon, c'est le cas d'Océane et Justin dans leur investissement, c'est le cas de Dimitri aussi à Bordeaux. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui tu appréhendes ce genre de petit espace en plus? Comment est-ce qu'aujourd'hui il faut l'appréhender? Comment tu le prends en compte dans ton projet? Et puis, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? On y va, on n'y va pas? Tu vois, qu'est-ce que tu fais quand tu es confronté à ça, toi? Et en plus, c'est le cas du coup avec ton immeuble Hortès en plus, donc intéressant d'avoir Ouais. ton retour. Bah souvent quand tu es dans ce cas de figure, c'est jackpot, hein. C'est C'est jackpot, hein. c'est un peu ça. Parce que souvent c'est une surface que tu as du mal à visualiser comment l'exploiter. C'est le cas de la plupart des investisseurs. Mais nous derrière, on a les clés, les codes pour pouvoir le faire. Et souvent, on se rend compte que on va pouvoir tirer de cette surface un loyer peut-être de 500, 600, 700 euros par mois. Et on avait acheté sans prendre en compte qu'on allait toucher ce type de Ouais. loyer, alors qu'on était déjà rentable. Et Océane et Justin, ils le prennent pas en compte dans les calculs pour l'instant. Ils sont déjà, je crois, à 400 euros de cash flow, un truc comme ça. ils font 400 euros de cash flow sur un projet à 230, quelque chose dans ces environs-là. Et sauf que du coup, demain, factuellement, on rajoute le hangar. Bah, c'est que du On bénéfice. passe à 800, quoi, Tu rajoutes 500, 700 balles de loyer, bah, c'est 500, 700 balles en plus dans la poche. dans la poche. Directement. Donc c'est intéressant. Maintenant, faut regarder aussi, tu vois, c'est encore une fois, on en revient à l'étude de marché. Mais selon la ville, des fois, tu as l'obligation de faire des parkings, etc. Donc nous, on se positionne dans des villes où généralement, c'est pas le cas. Et on va essayer d'optimiser ces espaces en les louant, en se demandant s'il n'y a pas des gens qui ont besoin de stockage, de trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est très intéressant avec ce genre de projet, parallèle, c'est que très souvent aussi, il nécessite pas de travaux. Rien. Ou très peu, tu vois. Ouais. Rien. Un aller-retour à la déchette parce que souvent Dimitri, il y a du Dimitri bordel il dedans, mais- doit quand même me mettre une petite lampe, tu vois. Donc, bon, niveau électricité, tu vois, c'est pas non plus ça qui va coûter une fortune. Mais souvent, il y a assez peu de travaux, ça se loue relativement cher en fonction d'où on est, et puis c'est que du plus, quoi. Ouais. Mais parfois, les gens ont peur. Et souvent, on me dit, et ça arrive qu'on me pose la question, mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, intéressant, pas intéressant? Bah ouais, 100%, quoi. Si c'est intéressant, on fonce. Et puis en plus, derrière, ça peut mener aussi à plein de choses. On peut toujours avoir besoin de stockage. Vu que la plupart des clients veulent devenir entrepreneurs, bon, bah, le stockage, à un moment, ça peut servir, quoi. C'est vrai. Ok, donc le jackpot. Donc tu as touché le jackpot du coup avec ton nouvel immeuble? Ouais, c'est en cours, là.
C'est en cours, ça a avancé. Ah, mais ça a avancé d'ailleurs un peu, non? Ah non, depuis la dernière fois, pas spécialement. La porte, on avait dit qu'on en reparlerait au fur et à mesure des semaines. T'as eu la copro ou pas? Tu sais, du parking de l'immeuble d'en face, là. Ouais, je l'ai Ouais. eu. Je l'ai eu et prochain AG, c'est en avril. Moi, Ah ce ouais. sera, mais c'est ok parce que ce sera le timing auquel je serai en train de terminer les travaux. Donc, Ouais. en vrai, on sera encore bon dans mon délai. Ok. Et donc, ouais, ça avance bien. Donc, je suis allé voir les banques. Donc, c'est un projet que j'achète en SCI. Et souvent, les gens ne le croient pas quand je le dis. J'arrive à emprunter sur 23 ans plus 2 ans de différé en SCI à l'IS. Alors que souvent, les banques prêtent que jusqu'à 20 ans. Mais 20 ans, voilà, ouais. encore une fois, quand tu as un projet rentable, sécuritaire, que c'est bien pitché, Bah, que bien sûr. face à la bonne personne, dans le bon secteur, derrière, tu as beaucoup plus de portes qui s'ouvrent. Donc ouais, ça a bien avancé. Là, on a commencé à démarcher les banques il y a à peu près 3 semaines, et on a déjà des retours très positifs. Et puis là, on est en train de terminer de monter les derniers dossiers Ça avance tranquillement, quoi. pour comparer, quoi. Ok. Bon, intéressant. Une fois que ce sera fait au fur et à mesure, on pourra mettre des photos. Ouais. Alors, j'achète pas. Deux styles d'immeubles complètement différents. On commence par un immeuble de rapport. 1020 mètres carrés à Paris. On est dans le 13e, Un peu style haussmannien. donc quartier sympa. Alors, je sais pas exactement lequel des deux c'est. C'est peut-être les deux d'ailleurs. Ok. Mais tu vois, style un peu haussmannien, donc on voit qu'il y a eu une surélévation Oui. qui a été faite sur l'immeuble des. Oh non, non, mais c'est le même immeuble en fait, ça se voit. Qui a été faite. L'immeuble est très propre, très bien entretenu. Voilà, les appartements ont l'air impeccables. Le 13e, très bon quartier, quartier très étudiant, etc. Puisque du coup, il y a la Sorbonne qui est juste à côté, ça s'est beaucoup développé. Ouais. Aujourd'hui, si je te donne quelques caractéristiques, bon, système d'enchères, 5 millions d'euros pour l'instant, Paris 13e, un local commercial, un professionnel, 19 appartements, 15 loués, 4 libres, 2 chambres de service, montant des loyers annuels hors charge 234 000 euros, plusieurs locaux non loués, donc tout compris, en gros, ça rapporterait 350 000 euros si on exagère un peu. Vue Tour Eiffel, ça j'adore. Alors ça, tu sais, c'est comme c'est ce dont tu parlais pendant le premier podcast, tu sais, le mètre carré ressenti, genre. Vue Tour Eiffel, si ça se trouve, je suis sûr que tu vois juste le bout de l'antenne de la Tour Eiffel et ils arrivent à te mettre ça. Donc voilà, 5 millions d'euros, honoraires de négociation, donc on est sur une rentabilité brute, peut-être 6-7%, tu vois, Ouais. à peu près. Petit 6-7%. On Petit est plutôt sur 6-7%, ouais. 5-6, ouais. Donc voilà, ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce que la question c'est, est-ce que moi j'achète ou j'achète Ah bah pas? oui, c'est la Ou est-ce question. qu'un investisseur rachète ou achète pas? Non, c'est toi, est-ce que t'achètes pas? Bah, puis j'achète clairement pas. Ça, aujourd'hui, c'est un projet qui, même si on peut le voir d'un œil patrimonial, 5 millions d'euros pour 250 000 euros de loyer qui rentre. Un peu plus. 320 quand même, normalement, quand tout est loué, hein. Ouais, c'est vrai, tout n'était pas loué. 320. Le problème avec ce type de projet, c'est que là, d'une part, tout est rénové, il va y avoir zéro travaux à faire. Donc, on ne crée pas de déficit. On va avoir rapidement de l'impôt à payer dessus, parce qu'on n'a pas fait de travaux. Et puis sur 320 000, il va être salé. Sur 320 000, ça va être salé. T'es pas rentable, tu dégages pas de cash flow avec ce type de proportion de loyer vis-à-vis de l'achat. Faudrait arriver aux alentours des 450 500 000 de loyer par an, Ouais. pour commencer à en sortir quelque chose. Si on emprunte à crédit sur 20 ans, encore une fois, faut recontextualiser. Si tu poses cash, c'est un peu différent, mais ça a beaucoup moins d'intérêt d'investir cash dans l'immobilier. Donc, bah non, j'achète pas, Arthur. Ok. Mais intéressant parce que c'est quand on pense immeuble, souvent, c'est ça qu'on s'imagine. Ouais, C'est ça qu'on s'imagine. Moi, je me souviens quand j'ai commencé l'immobilier il y a 3 ans et demi, l'été, j'étais à Paris avec un copain, avec Clément d'ailleurs, qui écoute le podcast et qui m'a fait un retour dessus. dédicace Clément. Dédicace Clément. Et je me souviens très bien que on était au parc Martin Luther King, un parc à côté de chez nous. On discute un petit peu, etc. Et je lui dis que l'année prochaine, je m'en vais. Je vais à Biarritz et je vais acheter des immeubles de rapport. Et il m'a regardé avec des yeux en bille, tu sais, et il m'a dit un immeuble.
Parce que je suis sûr que pour lui, dans sa tête, un immeuble, c'était un truc gigantesque. Il m'a dit, mais tu vas acheter un immeuble. Il m'a Tu dit, veux mais pas acheter une ville carrément non, mais ouais, comme c'est tu y ça. es? Et il m'a dit, mais ça va coûter combien? Je lui ai dit, bah, Ouais. je sais pas, je vais faire un projet à 150. Il m'a dit, mais attends, un immeuble à 150 000 euros. Et pour lui, mais évidemment, parce qu'on est né, on a grandi à Paris. Ouais. Si tu 150 veux, 000 euros, t'as un appart, c'est 200 000 euros, tu vois. une Donc, chambre de bonne, voilà. quoi. Donc, forcément, quand tes référentiels, c'est ça, pour toi, l'immeuble, c'est tout de suite 2 millions, tu vois. Ouais. À juste titre. Et c'est là que je t'emmène sur le deuxième type de bien. On est sur un immeuble. Il a travaillé sa transition. J'ai travaillé la transition, tu Il est vois. bon. On est sur un immeuble à tiers, alors qui est pas moche. Et d'ailleurs, en plus, il y a alors je crois que ça s'est transformé en appart, mais ça pourrait redevenir un local. T'as la petite entrée, t'as tes appartements, le local. Alors ça claque un petit peu moins que Ouais. l'immeuble à Paris, mais tu vois, c'est propre. Je pense qu'il y a des travaux à faire. Il y a besoin de refaire la façade, j'ai pas vu jusqu'à La première façade, elle est pas top top, ouais. La façade, attends, pardon, parce qu'il y a beaucoup de photos. La façade, oui, éventuellement, tu peux la refaire. fois. Ouais, les salles, faut repeindre les volets. Elle est sale, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus horrible, tu vois. Il y a Non, des travaux non. à faire, mais c'est pas une catastrophe. Pas de fissures. 139 500. Et ce qui était très intéressant, c'est que on te le présente en rentabilité brute déjà à 12%. Non négocié, rien du tout, quoi. Je vous propose cet immeuble de rapport, donc 200 mètres carrés, situé dans le haut de Thiers. Thiers qui est vers Périgueux un petit peu, un peu au-dessus de Périgueux, tu sais, à côté de Bordeaux. Ouais. La capitale mondiale de la coutellerie. J'adore parce que toujours tu essayes de mettre un truc positif en avant. Comme la vue Tour Eiffel, c'est un peu la vue Tour Eiffel de Thiers, ça. Seulement 30 minutes de Clermont-Ferrand, 20 minutes de Vichy, 1h15 de Lyon, rentabilité brute 12%, secteur à fort potentiel locatif, ça a l'air d'être dans le centre-ville, idéal pour un placement sûr, local professionnel, etc. Et là, la catastrophe. Pas mal de choses qui sont louées. T2 de 40 mètres carrés loué 290 euros, charges comprises. Ouais, Putain, ça, c'est tu un sens mec que- qui doit être là depuis 20 ans, le loyer n'a pas été révisé, ce sera impossible de le sortir. Au moins, ouais. Tac. Ok, et alors attends, je vais juste regarder un truc. Ok. Thiers, j'avais failli partir sur un projet là-bas Et d'un ancien poste de l'intérieur- gendarmerie qui était fou. Et l'intérieur, est-ce que c'est louable? Ouais. L'intérieur, c'est a priori louable. Ouais, mais pour Ça a pas l'air combien de temps? dégueu, mais bon. T'as du lambris au plafond. Ouais, il faut refaire les plafonds, potentiellement isoler les murs, refaire les cuisines, refaire les salles de bain. Je pense que tu as un petit chantier à mettre en place, tu vois, Et DPE? les salles de bain. Et DPE, est-ce qu'on l'a sur Euh, l'annonce? Souvent, c'est affiché en bas. Non, Avec vierge, vierge. ça doit être du F. Bah, tu vois, c'est pas pour rien. C'est du EF. à mon Donc, avis. j'achète ou j'achète pas, là, c'est à double tranchant. Parce que la personne qui le vend, est-ce que c'est... Ouais, c'est un professionnel, c'est un agent IMO. Le truc, c'est que là, il est déjà en train de me vendre l'idée du business. Ouais. Il est en train de me vendre le business. Dans son calcul à 12%, il n'a absolument pas inclus les Bien travaux. sûr, ouais. Il n'a absolument pas inclus les frais de notaire. Et on voit du 12%, on se dit, ah ouais, en comparaison avec les 5-6% de rentabilité qu'on peut avoir en ville, c'est intéressant. Je dirais que je ne l'exclus pas directement. Je dirais que ça va se jouer dans la négociation, mais a priori, quand tout est déjà loué, on ne peut pas faire les travaux. Donc ça veut dire que demain, quand les locataires partent, on doit faire les travaux à ce moment-là. La banque ne financera pas les travaux. Et à moins que dans les contrats de bail, il y ait marqué spécifiquement que le loyer est indexé sur l'indice des loyers du secteur et peut-être qu'à ce moment-là, on peut faire une petite révision à la hausse, il y a quand même peu de chances que je sois gagnant sur ce type d'opération, du moins pas autant que je pourrais l'être sur un immeuble de rapport. Où la personne vend un immeuble qui est vide, avec des problèmes à résoudre. Là, on me vend un truc sur lequel il y a des problèmes à résoudre, mais que je ne peux pas résoudre maintenant. Et donc, en fait, je crée une galère. Donc, vu qu'il est en train de me vendre le business, la rentabilité, je suis pratiquement sûr que c'est le type d'investisseur qui acceptera pas qu'on aille taper loin sur une négociation. Ben non, vous vous rendez compte, vous touchez déjà tant de loyers par mois, Carrément, ouais. rendement immédiat. En plus, Donc, à tout moment, c'est loué en nu. Donc ça peut être intéressant, mais factuellement, ce sera compliqué d'aller vraiment se positionner sur de la renta là-dessus. Et demain, le même, complètement vide. Là, j'y vais. Ouais. Là, j'y vais. Ok. Carrément. Mais donc là, tu vas pas. Et donc, dans ce cas de figure, je peux appeler, je peux poser des questions un peu sur les locataires, etc. Et si je vois que c'est trop fermé, j'y vais pas. Ouais. Moi, ma règle sur ça, c'est toujours la règle des 30%, quoi. Vas-y, Je... développe. Maximum 30% des locaux loués. Ouais. Sinon, j'achète pas. Ouais. S'il y a plus, j'y vais pas. Trop galère, trop compliqué, etc. Et même 30%, je l'ai fait.
ça m'embête. Souvent, c'est des problèmes, c'est pas agréable. Mais ce que je voulais mettre en contraste aussi, c'était en soi, les deux sont des immeubles. Mais effectivement, aujourd'hui, tu as un immeuble à 140 000 euros d'un côté, un immeuble à 5 millions d'euros de l'autre. Tu as un immeuble qui potentiellement peut être rentable, l'autre qui ne le sera jamais. Oui. Et évidemment, quand tu veux faire du rentable, tu pars plutôt sur le deuxième type de projet que sur le premier, quoi. Regarde, et là, rentrée possible annuelle avec 20 000 euros de travaux, on passerait à 18 840. Ouais. Oui, mais le problème, c'est que ces 20 000 balles de travaux, sûrement déjà, c'en est 40. Oui, au moins. Et la banque te les financera pas si tu peux pas les faire dans les 2 ans. Donc, ils seront pour ta poche, ils seront pour ta pomme, ou tu devras faire Ou un alors, crédit travaux et c'est 10 ans. sur 5 ans, 10 ans, et ça va te dégommer ton cash flow tous les mois. Ok, super. Eh ben écoute, très content pour cet épisode. Ouais, nice. J'ai encore pas réussi à te faire acheter. C'était un peu volontaire quand même, mais peut-être que la prochaine fois j'aurai mieux. Ouais, Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode alors. super. N'oubliez pas, comme d'habitude, explosez-moi la barre des pouces. Mettez-nous en commentaire et ça m'intéresserait vraiment que vous nous parliez, peut-être que vous posez-nous les questions en commentaire. On les lit, on y répond à chaque fois. Donc ça m'intéresserait parce que ça nous permet aussi de vous proposer des choses qui vous intéresseraient vous. Et puis venez nous suivre sur les réseaux sociaux, venez partager cette aventure. Et si vous êtes intéressé de venir nous rencontrer peut-être proche de chez vous, on est souvent en déplacement dans pas mal de villes, on fait des conférences, il vous suffit de venir sur notre site internet immoevolution.com tout attaché et vous allez pouvoir réserver dans une des futures villes, un des futurs apéros IMO qu'on fait. Tout en haut du site, vous avez la possibilité de réserver. Vous rentrez vos coordonnées et l'un des membres de mon équipe va vous appeler pour vous expliquer où c'est exactement et quand c'est, tout simplement. Conférences qui sont, on le rappelle, toujours gratuites. Absolument. Donc, on vous accueille avec un grand plaisir à ces conférences. Allez, let's go. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.